Championne de ricochet 2008, hein. C'est pas qui t'as à faire, toi. Bim! Un ricochet. Paris ne saurait revoir des inondations comme celle de 1910, qui transformèrent les bouches de métro en autant de piscines et obligèrent à se déplacer en bateau sur l'esplanade des Invalides. Rassurez-vous, ces images ont plus d'un siècle. Néanmoins, avec le réchauffement climatique, on sait que des phénomènes exceptionnels tels que des crues centenales risquent d'arriver demain. Alors comment la Société du Grand Paris s'y prépare-t-elle à la fois sur ses chantiers et pour les ouvrages qui jalonneront le nouveau métro? Eh bien, avant d'aborder ce sujet, je vous propose d'abord de faire escale à Sevran-Livry. A tout de suite pour vous en dire plus. Pauline, est-ce que vous pouvez nous dire où on se trouve exactement ici? Qu'est-ce que vous faites? Ici, on est en train de construire la gare de Sevran-Livry. Nous sommes en fait en contrebas du chantier. Nous sommes sur la rive droite du canal de l'Ourcq, où en fait nous rejetons nos eaux. Et moi je me demande quelles eaux se rejettent au canal. Nous avons les eaux d'Exor qui se rejettent au canal, ainsi que les eaux de plateforme. Les eaux d'Exor sont collectées lorsque nous creusons, c'est-à-dire qu'elles sont pompées pour permettre au chantier de travailler à sec. Ce sont tout simplement les eaux de la nappe phréatique. Ensuite, on a les eaux de plateforme, qui sont en fait les eaux qui sont sur le chantier et qui ruissellent lorsque nous avons de la pluie par exemple. Ces eaux-là sont récoltées dans nos caniveaux et sont traitées avant d'être jetées. Et pourquoi c'est plus intéressant de les rejeter au canal qu'au réseau? Tout d'abord, on n'encombre pas le réseau de la ville, qui est déjà très sollicité quand il y a des fortes précipitations. Et pour le canal, ça lui permet d'avoir ce qu'on appelle un niveau d'étiage, c'est-à-dire d'avoir un débit suffisant, puisque c'est aussi un problème rencontré sur les autres canaux de France. Alors pour rejeter dans le canal de l'Ourcq, je pense qu'il doit falloir certaines autorisations. Qu'avez-vous mis en place pour les obtenir? Alors nous devons respecter à la fois des quantités maximale de rejet et une qualité suffisante pour les eaux pour qu'elles soient compatibles en fait avec celles du canal. Alors nous avons mis en place différents dispositifs, donc à la fois des bassins de décantation donc qui stockent les eaux avant qu'elles soient filtrées. Et ce dispositif de filtration d'eau est bien sûr sans aucun risque pour l'environnement. Bien évidemment, et justement, le but c'est de protéger l'environnement. Et ce qui est très appréciable en fait dans ce dispositif-là, c'est qu'il n'a besoin absolument d'aucun produit chimique, j'entends. Et vous avez bien dû mettre des dispositifs en place en cas de pollution accidentelle. Quels sont-ils? Alors ces boudins jaunes justement qu'on voit là, c'est en fait un barrage anti-pollution pour éviter que justement, si jamais il devait y avoir un problème, la pollution puisse être retenue et qu'on puisse agir au plus vite sans qu'il y ait d'impact sur l'environnement. Les compagnons qui viennent travailler sur ce chantier sont formés et sensibilisés à l'environnement. Donc ils savent où sont les kits anti-pollution qui justement permettent en cas de déversement de contenir la pollution. Finalement, l'eau c'est l'affaire de tout le monde. Et on a quitté le canal de l'Ourcq, on se retrouve maintenant sur les bords de Seine où nous attend Sophie. À propos de l'eau, les crues constituent un risque naturel très présent en Île-de-France et avec le changement climatique, ces crues seront plus fréquentes et plus importantes. Pour adapter les aménagements du nouveau métro à ce risque, la Société du Grand Paris s'est dotée d'une stratégie inondation qui va au-delà de la réglementation. Sur le terrain, comment ça se passe? Eh bien, suivez-moi. Bonjour Sophie, où se trouve-t-on exactement ici? Nous sommes sur l'emprise 1 du site Île de Monsieur qui a servi de puits de lancement à notre tunnelier Laurence. Alors on m'a dit tout à l'heure qu'on était en zone inondable ici, vous me le confirmez? On est en zone rouge, c'est-à-dire qu'on est en fort aléa inondation. Alors en amont des travaux, comment adapte-t-on son chantier face à un risque inondation? D'abord on se renseigne un petit peu sur toute la réglementation applicable, on regarde un petit peu les niveaux aussi de crues de référence, on les compare au chantier. Et le but après c'est de faire des calculs de projection qu'en tout temps le chantier reste transparent d'un point de vue hydraulique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'obstacle ni à la montée des eaux ni à la décrue des eaux. Alors justement ici, quelles sont les actions menées pour anticiper ce risque? Alors la première phase a été de réaliser un décaissement global de la zone d'environ 50 à 70 cm pour gagner en surface et en volume par rapport à la crue. Ensuite on a réalisé tout un mur anti-crue qui fait tout le tour de notre puits de lancement de tunnelier pour éviter de noyer notre tunnel. Et également toutes nos bases-vies sont installées sur pilotis. Aucun risque d'inondation? Aucun, tout est sous contrôle. Si phénomène exceptionnel, quels sont les dispositifs établis ici? Nous, on fait une surveillance sur le site de Vigicru. On renforce cette surveillance aux périodes propices inondations, c'est-à-dire plus particulièrement en hiver et à l'été.
En cas de niveau jaune, c'est un niveau de préalerte, donc tout le monde est sur le qui-vive. On avertit notre direction, nos opérationnels chantiers et notre maîtrise d'œuvre. Et en cas d'alerte avérée, c'est-à-dire de niveau orange, notre direction nous donne le go et on évacue tout notre matériel. Comment demain s'assure-t-on qu'en cas de crue, le Grand Paris Express sera à l'abri? La Société du Grand Paris a développé sa stratégie applicable à la fois en phase chantier et en phase exploitation. Sur ce chantier en particulier, on aura des dispositifs définitifs de murs anti-crue pour garder tout ce qui est trappe d'accès, ventilation hors d'eau. À chaque ouvrage, une stratégie particulière et des moyens de protection adaptés. Évidemment, le risque zéro n'existe pas sur un chantier et la nature peut frapper à tout moment, mais des solutions sont déployées pour éviter tous les risques de pollution de l'eau et pour faire face à des inondations exceptionnelles. Et comme vous le savez, à la fin de chaque reportage, il y a ce que nous, les journalistes, on appelle la chute. Et bien cette fois-ci, il n'y en aura pas.